Hier et ailleurs, le rendez-vous avec l'histoire sur Guadeloupe Première. Hier et ailleurs, un magazine proposé par Éric Lefebvre. Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Ces quelques mots, prononcés récemment par Lilian Thuram au micro d'un journaliste italien qui l'interrogeait sur les cris de singe qui accompagnent si souvent les joueurs noirs dans les stades de foot, en Italie comme en France, ces propos qui nous semblent ici d'une évidence, hélas quasi biblique, ont choqué de l'autre côté de l'Atlantique. Là-bas, là où a été conçu, organisé, financé le commerce triangulaire, là où l'on s'est enrichi pendant des siècles, grâce à la barbarie esclavagiste mise en œuvre ici, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la dérive du recordman national du nombre de sélections en équipe de France de football, passé de héros national après France-Croatie, il y a 21 ans, à apôtre d'un racisme anti-blanc qui serait le quotidien des clubs de foot de banlieue. Le racisme est hélas chose bien plus sérieuse et si l'on cherche à le combattre, il faut d'abord en comprendre les fondements et les mécanismes, non pas individuels, mais collectifs, systémiques, culturels et bien sûr, historiques. Deux invités aujourd'hui pour une émission que l'on pourrait intituler, en paraphrasant Lénine, le racisme, stade suprême du capitalisme. Fanny Glissant, bonjour. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice d'une formidable série documentaire diffusée il y a un peu plus d'un an maintenant. Un an, oui. Sur notre chaîne, Les routes de l'esclavage. À vos côtés, plus exactement en face de vous, Lilian Thuram, bonjour. Bonjour. Le racisme, c'est une construction sociale et culturelle qui en fait un système de valeurs. C'est ça que l'intelligentsia parisienne refuse de reconnaître ou d'admettre ? Écoutez, je pense que sincèrement, ce qui m'a été reproché ce jour-là, c'est l'utilisation de « les blancs sont ». Parce qu'effectivement, je pense que c'était très facile d'aller voir l'article italien. Et on aurait compris que je parlais à ce moment-là des supporters qui faisaient le bruit du singe. Et j'essayais d'expliquer qu'en fait, que ces personnes-là tiraient de leur couleur un complexe de supériorité. Et voilà pourquoi ils se permettaient de faire le bruit du singe. Donc je pense que, sincèrement, s'il y a eu un lever de bouclier, c'est autour du mot « les blancs sont ». Parce que je crois que les gens n'ont pas l'habitude d'être ramenés à leur couleur de peau. Et donc ça a perturbé les gens. Et donc je pense qu'il faut peut-être continuer à perturber certains pour qu'on puisse parler sereinement du racisme. Le racisme, on le disait, je le disais, en tout cas, c'est une construction, Fanny Glissant. Si c'est une construction, ça veut dire que le racisme a une histoire. Tout à fait, le racisme a une histoire et je pense que nos îles et les Caraïbes ont contribué à mettre en place ces concepts, voilà, attachés à la couleur de peau. Je crois qu'il faut vraiment attendre... on va dire, la construction de la plantation pour qu'on ait vraiment la construction des deux races, c'est-à-dire blanche et noire. C'est ça qu'illustre si bien votre série documentaire, les routes de l'esclavage. Non seulement, et tout d'abord et principalement même, que le racisme, c'est le résultat d'une volonté qui est d'abord une volonté marchande. On veut faire de l'argent et donc on va passer par un système, l'esclavage, l'habitation. Je ne sais pas si on peut parler de volonté ou si on peut parler de processus plutôt. Quand je dis de volonté, c'est-à-dire qu'avant la plantation caraïbe, on va dire, il n'y a pas véritablement de racisme comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que la notion de couleur de peau est pas aussi évidente. Ce que je veux dire, c'est que vous demandez à un paysan de la Beauce au XVIe siècle ou au XVe siècle de se définir, il ne se définira jamais comme blanc. Tout simplement parce que pour lui, ces valeurs-là n'ont aucun sens. Et donc, il faut vraiment et véritablement attendre la déportation de millions et de millions d'Africains subsahariens pour qu'on commence à avoir une majorité de blancs maîtres, voilà, et une majorité de noirs esclaves. Et tout d'un coup, le lien entre esclaves et noirs se construit autour de ce mot nègre, qui fait que véritablement là, on peut parler d'un racisme de couleur, d'un racisme de phénotype. C'est à partir de ce moment que la couleur de la peau va définir un statut social, une position. Tout à fait.
C'est vraiment... Alors après, l'histoire est longue. Ce que je veux dire, c'est elle se perfectionne, les notions se perfectionnent. Et donc il faut après attendre en fait l'abolition de l'esclavage pour que véritablement on passe à des théories de hiérarchisation des races avec notre cher Gobineau, c'est-à-dire que les Français sont très en pointe sur la fabrication de cette hiérarchisation, en tout cas la théorisation de cette hiérarchisation. Et ça, c'est vraiment la fin du 19e siècle, où tout d'un coup, une pseudo-science va se mettre en place pour hiérarchiser les races avec les Blancs, tout en haut de cette échelle, et les Noirs juste avant les singes. Parce que, Lilian Thuram, une histoire, ça veut dire aussi un système de représentation. Vous vous attachez beaucoup à essayer de déconstruire justement ce modèle à travers l'exposition Les Os Humains, à laquelle vous avez contribué, qui était ici également l'année dernière en Guadeloupe. Là, il y a une autre exposition, on en dira deux mots d'ailleurs tout à l'heure du parallèle entre les deux, le modèle noir. Mais cette question de la représentation qu'on va faire et qu'on va donner des Noirs ou des Blancs, elle est partie intégrante de cette construction du racisme. Ben effectivement, moi, ce qui m'ennuie, c'est que trop souvent, les gens pensent que le racisme, c'est quelque chose de normal. C'est normal d'être raciste. En fait, il faut expliquer aux gens que non, c'est une histoire, c'est une construction. Et que le racisme perdure parce qu'il y a des personnes qui sont gagnantes dans le racisme. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question, pourquoi cette construction, pourquoi ce discours a été mis en place, ça a servi à quoi ? Ben, en règle générale, ça a aussi légitimé simplement à violenter certaines personnes, à opprimer certaines personnes. Et donc, rappeler cette histoire, c'est comprendre la situation d'aujourd'hui pour qu'on puisse la dépasser. Parce qu'en règle générale, chacun de nous, on ne se rend pas compte, comme nous sommes éduqués dans un système, eh bien, on intègre des biais racistes. C'est-à-dire que les biais racistes, dans la société antillaise, je pense que la grande majorité des gens les portent. Sauf qu'ils le portent contre eux-mêmes. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il est très important de comprendre cette histoire. Qu'on la comprenne ici, mais qu'on la comprenne également, bien évidemment, de l'autre partout. Côté de l'Atlantique, oui. Oui, bien sûr, partout. Mais encore une fois, il est très difficile parfois de parler du racisme en France, parce qu'en règle générale, les gens ne connaissent pas l'histoire du racisme. Très souvent, les gens qui s'expriment partent d'un ressenti personnel, en disant « Ouais, mais attends, mais moi je suis pas raciste, tu peux pas dire les Blancs. » Oui, c'est comme les hommes qui oppriment depuis des siècles les femmes, on peut dire les hommes. En fait, c'est réfléchir au racisme systémique qu'il y a dans nos sociétés et qu'encore une fois, nous ne pouvons pas y échapper parce que ça n'a pas duré 20 ans. Quand, par exemple, en France, vous demandez à des personnes « Est-ce qu'en France, il y a déjà eu un racisme d'État ?» Ben, très souvent, les gens vous répondent que non. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Alors, un bon moyen de connaître cette histoire, c'est donc... J'en reparle, mais parce que c'est vrai que c'est un remarquable travail, et Lilian le saluait également, Les routes de l'esclavage, et ces 4 films documentaires qui expliquent bien, finalement, non seulement, comme le disait Lilian Thuram, que le racisme, il profite à quelqu'un, parce que ce système, il a permis de construire à la fois des fortunes individuelles et des positions sociales et nationales. Il a construit aussi la puissance des grandes nations européennes. Fanny Glissant. Je suis pas sûre qu'on puisse dire que le racisme profite. Je pense que le racisme est une conséquence. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas le racisme qui engendre l'esclavage, c'est bien l'esclavage qui engendre le racisme. Je crois que c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, vous insistez là-dessus, oui, là aussi dans le. Oui, j'insiste là-dessus. C'est tout le propos des 4. Oui, j'insiste là-dessus parce que pour moi, si par exemple on prend l'exemple de la malédiction de Cham pour expliquer la mise en esclavage des Noirs, qui est en fait une explication historique extrêmement tardive, je crois qu'on peut pas déconstruire justement cette invention de la race. Donc pour moi, c'est important de dire ça. C'est bien l'esclavage d'abord. Oui, c'est l'esclavage. Et le racisme ensuite. Oui, tout à fait, oui. Et je crois que ce qui est aussi important de dire, c'est que ça profite, mais que c'est utilisé comme un outil de domination dans les sociétés post-esclavagistes. C'est-à-dire que tout d'un coup, si tout le monde devient citoyen, et si on veut encore qu'il y ait une différence et une hiérarchisation entre différentes catégories sociales, alors il faut se servir de la race pour pouvoir dominer les autres. Et aux États-Unis, ça va se traduire aussi par une domination territoriale, une domination, comment on va dire, c'est-à-dire que même les mouvements vont être contrôlés, les mouvements de ces populations vont être contrôlés, les territoires où ces populations vont habiter vont être contrôlés, l'éducation
primaire et secondaire de ces populations va être contrôlée. Et on voit exactement la même chose, par exemple, se faire au Brésil. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment sur une polarisation extrêmement forte autour de ces questions de race, cette racialisation du discours politique. Et en fait, ce que raconte cette polémique, pour moi, c'est qu'elle raconte à quel point la France est démunie sur ces notions, justement, et sur cette polarisation du discours politique. C'est-à-dire que, en fait, la race est en train d'être au centre de nos différences, de nos dissensions et de la tension qui existe aujourd'hui en France, avec par exemple des messieurs comme Éric Zemmour qui peuvent tenir des propos complètement infamants, condamnés par la loi, et en même temps faire l'objet de convoitises de la part des grandes chaînes privées, par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'inquiétant. Donc oui, il y a vraiment une aggravation, on va dire, politique qui s'est créée autour de la race aujourd'hui en France. Lilian Thuram ? En fait, moi, je vois pas les choses comme ça. Je dirais que la race a toujours été présente depuis très longtemps, sauf qu'on n'en parlait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes dont on n'entendait pas les voix, c'est-à-dire les personnes discriminées. Et en fait, c'est ce qui dérange. Il n'y a pas que dont on n'entendait pas la voix, parce que Fanny Glissant évoquait à un instant Éric Zemmour, ces voix-là aussi, ces voix racistes, décomplexées, on ne les entendait pas non plus il y a 10 ans. On les entendait pas, mais ils étaient présents dans la société. Ils étaient présents, on est d'accord. Ils étaient présents, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les discours de certains présidents, on voit qu'il y avait des discours ouvertement racistes. C'est-à-dire que c'est pas une nouveauté, en fait, le racisme dans la société française. Aujourd'hui, effectivement, il y a débat parce qu'il y a friction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent qu'on discute de la racialisation de la société française et d'autres qui ne veulent pas discuter. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, les gens vont devoir se positionner pour pouvoir peut-être passer à autre chose. Et est-ce que, par rapport à ce que vous disiez, Fanny Glissant, est-ce que ce retour, en quelque sorte, de la racialisation, qu'est-ce qu'il doit permettre aujourd'hui de légitimer ou de maintenir le même système de valeurs et de domination des uns par rapport à... Pourquoi aujourd'hui ce renforcement ou cette aggravation ? Je pense que, en fait, ce que j'essayais de faire sentir, c'est l'évolution du discours autour du racisme, que les sociétés européennes soient traversées par cette histoire de la hiérarchisation des races et aient du mal à dépasser justement ces concepts qui ont été élaborés au XIXe siècle. Pour moi, c'est une évidence. Mais je pense qu'il y a une modernité, une plasticité terrible du racisme. C'est ça que je voulais souligner. Et du coup, cette évolution, il faut la noter et la comprendre. Je crois que la France est très embarrassée par deux choses. D'abord, par son déni de la race, c'est-à-dire qu'elle veut véritablement construire la citoyenneté au-delà de la question de la race, en disant que ce n'est pas un élément opérant pour la définition du citoyen et du français. Voilà. Et en faisant ça, en écartant cette problématique, en fait, elle renforce j'ai envie de dire les dissensions et les tensions autour de cette réalité sociale. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout d'un coup on invente un terme comme racisé. C'est-à-dire évidemment la race est une invention, mais par contre l'expérience du racisé, l'expérience du noir en France, l'expérience de ces personnes minoritaires, on va dire, dans un espace où tout le monde est majoritairement blanc. Elle doit être soulignée, elle doit être comprise, et elle est particulière. Et en plus, elle est particulière parce c'est l'expérience d'une discrimination. Et parfois une discrimination aussi de l'aveuglement face à cette question raciale. Je ne sais pas si je suis claire. D'autant que parce que c'est des notions un peu compliquées. Refuse, la République jusqu'à aujourd'hui refuse de se doter des outils qui justement permettraient sans doute de rendre mieux compte de la réalité de cette racialisation de la société, puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques officiellement, oui. Puisqu'il n'y a pas, voilà, donc juste la photographie est rendue plus difficile aussi. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois que tout d'un coup on met la race ou les questions raciales au centre du débat, c'est-à-dire que tout d'un coup le messager ou l'émetteur devient possiblement un raciste anti-blanc.
Vous voyez, c'est ça la problématique. La problématique, c'est que politiquement, on est dans un déni de la race, et quiconque se met à parler de la race devient raciste. En fait, c'est assez compréhensible qu'en France, on ne veuille pas affronter cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup de mythes qui tombent. C'est-à-dire que dernièrement, je suis allé à Nantes, et c'est très intéressant parce qu'il y a un mémorial qui célèbre les abolitions de l'esclavage. Mais en fait, il n'y a pas de mots sur l'esclavage. C'est-à-dire que très souvent, on présente notre pays comme le pays qui a su bien faire les choses historiquement, qui a aboli l'esclavage, qui a mis fin aux colonisations. Oui, les droits de l'homme. Et je pense qu'il est temps que nous puissions regarder encore une fois cette histoire sereinement et montrer qu'effectivement, c'est pas anodin d'être blanc, c'est pas anodin d'être noir. C'est en ça que ça fait système, le racisme. Et c'est en cela, parce que ça fait système, que de parler de racisme anti-blanc veut pas dire grand-chose. En tout cas, ne permet pas d'aller très loin dans la... veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on veut délégitimer les personnes qui essayent de parler du racisme sérieusement. Voilà, je pense qu'il y a une vraie peur qui est compréhensible, en fait, pour beaucoup de personnes en France de parler de ces sujets, parce qu'encore une fois, c'est pas évident d'être confronté à la réalité de l'histoire de son pays. Fanny Glissant, le tout monde, cher à votre oncle, c'est ça que refusent finalement les nationalistes, les xénophobes, les racistes, les suprémacistes blancs. C'est la possibilité d'enrichir notre humanité par la reconnaissance de l'altérité, de l'apport de l'autre. Mais j'adorerais que ce soit ça qu'il refuse. Ça voudrait dire déjà qu'il a été lu. Je crois que c'est bien plus triste que ça. C'est une question complexe. C'est une question extrêmement complexe. Je pense que les idées... Je pense que ce que ça révèle, c'est que effectivement, le suprématisme blanc, qui est une vraie pensée politique, une vraie idéologie, est en train de reprendre du poil de la bête. Ouais, c'est ça que ça raconte. Et ça, on le voit avec quand même des présidents, Bolsonaro, Trump, Poutine, certains responsables politiques espagnols. On est en plein dans la mise en place et le développement d'une idéologie qui retrouve, comment on va dire, une idéologie civilisationnelle, une idéologie qui remet en place, une hiérarchie des civilisations pour ne pas parler de race, voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans une grande mutation politique pour moi, et que je trouve particulièrement inquiétante. Particulièrement inquiétante. Pour s'y opposer, alors on l'a dit, il faut comprendre, il faut montrer, il faut expliquer, il faut dire. C'est ce que vous faites à travers vos documentaires, c'est ce que vous faites vous aussi, Lilian, à travers la Fondation. Est-ce que vous avez le sentiment que ça progresse, la cause qui est la vôtre, face à ce renforcement des nationalistes, des suprémacismes? Est-ce qu'on arrive à endiguer, est-ce que vous arrivez à endiguer un peu le flot? Écoutez, c'est difficile à répondre à la question. En tout cas, moi je trouve sur le terrain beaucoup de personnes qui ont envie de passer ces problématiques. Mais effectivement, il y a des politiques un peu partout dans le monde qui revient à peut-être sur des vieilles idées, en fait, sur cette peur du changement. Et je pense que plus il y aura des personnes de bonne volonté qui vont questionner cette hiérarchie selon la couleur de la peau, plus les choses vont avancer. C'est-à-dire que tout changement arrive avec des frictions. Voilà, et donc il faut espérer que les choses vont aller dans le bon sens. Fanny Glissant. Je crois qu'il faut toujours coller l'idée du suprématisme blanc à l'idée du grand remplacement. Et cette idée du grand remplacement, elle s'appuie sur des réalités sociales effectives. C'est pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le racisme, c'est pas quelque chose qui serait en lévitation comme ça. C'est pas juste des idées qui se baladent. C'est-à-dire que si ça fonctionne et si ça marche et si ça prend, et si après avoir démontré que les races, effectivement biologiquement n'existaient pas et que tout homme était compatible avec n'importe quel homme de cette planète peut se reproduire avec n'importe quelle femme de cette planète. Bref, cette idée du grand remplacement,
elle est très puissante et très forte. Aux États-Unis, le grand remplacement, c'est l'idée que dans 50 ans, les États-Unis parleront espagnol. Donc, par exemple, la construction du mur le long de la frontière mexicaine entre les États-Unis et le Mexique, c'est vraiment autour de cette idée-là que politiquement, Trump réussit à convaincre tous les organes politiques de construire ce mur. Vous voyez ? Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement prégnant. En France, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un diversity baby boom, c'est-à-dire tout d'un coup... oui, les gens issus de l'Afrique subsaharienne ont fait des enfants, ont fait beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, ils sont français. Voilà, les gens issus des colonies, des ex-colonies sont là, présents. On n'a pas de statistiques, mais on estime que 30% de la population urbaine en France est issue de la diversité, comme on dit poliment. Voilà, donc effectivement, cette prise en compte, elle doit être faite. Et ces réactions de peur, elles sont aussi... ces réactions de peur, elles entraînent vraiment, ce que je disais tout à l'heure, une polarisation de la société. Et en ça, je pense pas que ça va s'arrêter si facilement. C'est ça. D'autant que ça commence à être une question. Vous parliez de polarisation de la société, mais qui va au-delà des clivages traditionnels, comme on dit, ou en tout cas, de nombreux partis franchissent le pas pour mettre la question de l'immigration, par exemple, une manière d'aborder le sujet en haut de leur agenda, parce que oui, voilà. Donc ce que vous nous dites, Fanny, et je ne sais pas si Lilian, vous êtes d'accord, vous pensez qu'aujourd'hui ou de plus en plus, le partage, il va se faire, ou la ligne de partage ou de fracture principale, elle va être là, entre ceux qui sont prêts à accueillir la diversité et ceux qui veulent au contraire se replier sur... Comme les lignes de partage ne peuvent plus être politiques, je me permets de dire ça parce que tout d'un coup, vous nous avez cité une phrase de Lénine. Aujourd'hui, on est d'accord qu'on a une gauche qui se délite, les grandes idéologies ne sont plus très actives auprès des gens. Et donc la seule chose... les seules possibilités d'appartenance, mais d'appartenance, j'ai envie de dire de façon grégaire et un peu basse, peuvent être autour de la question de la couleur de peau ou autour d'une certaine appartenance culturelle. D'où cette mise en place de ce triptyque, j'ai envie de dire, civilisationnel, l'idée qu'on soit européen, catholique, voilà. Et blanc. Et blanc. Voilà. J'avais oublié la dernière qui était le plus important. Écoutez, moi, je perçois pas les choses comme ça. Moi, je pense que effectivement, il y a un discours qui veut remettre en avant cette notion de race, mais je ne suis pas sûr que la grande majorité des personnes sont dans cette direction-là. Je pense qu'il y a plus de peur. C'est pas le peur du remplacement, mais peur d'être déclassé. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne puisse pas passer avant parce que je suis ce que je suis. C'est un peu la situation des hommes et des femmes. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une vraie difficulté parfois pour certains hommes à se situer. Parce que historiquement, ils ont été toujours dominants. Aujourd'hui, il y a des femmes qui disent bon, il faut passer à autre chose là. Il va falloir plus d'égalité. Et donc, en fait, ils vont se rétracter. Mais je pense que c'est exactement la même chose sur les couleurs de peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que même au niveau mondial, parce que nous avons toujours tendance à regarder le racisme pays par pays, mais il faut regarder ça comme étant un discours monde. Et effectivement, il y a des questions qui surgissent en dehors de l'Europe, en dehors du monde occidental, et qui remettent en cause le discours depuis des siècles, parce que le discours depuis des siècles est un discours du monde occidental. Et en fait, il y a des débats dans d'autres endroits du monde et qui disent que peut-être que nous pouvons discuter égal à égal. Et je pense que c'est compliqué pour les personnes qui ont toujours eu l'idée que d'autres devraient écouter et pas discuter. On va tâcher de rester sur cette note plutôt optimiste. Donc, Lilian Thuram, merci beaucoup d'être venu participer avec plaisir à ce numéro d'Hier Ailleurs. Merci beaucoup, Fanny Glissant. Merci à vous. On retrouve Les Routes de l'esclavage, bien évidemment, sur Internet en changeant un petit peu. Vous nous rappelez la maison de production ? C'était la Compagnie des Phares et Balises. La Compagnie des Phares et Balises, voilà. Et puis Lilian, la fondation Lilian Thuram, qui continue son travail. Oui.
Et rappeler quand même qu'il y a de plus en plus de couples mixtes. Oui. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose de positif. Merci encore. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Hier et Ailleurs. À très bientôt pour un nouveau numéro.